Merci. Donc oui, dans la continuité, enfin merci Geneviève et merci le comité pour l'invitation. Dans la continuité de ce que Geneviève vient de dire, quand même, je veux être très claire sur le fait que voilà, je fais partie de ces personnes qui connaissaient quasiment rien sur l'Ukraine il y a à peine voilà, quelques mois. Donc que je n'interviens pas du tout ici aujourd'hui en qualité d'experte ou quoi que ce soit. J'interviens vraiment en qualité de militante. Parce que voilà, depuis le mois de mars, je suis engagée dans le... Ouais, je vais peut-être attendre. Ouais. Non, mais pas de souci, c'est vrai que c'était pas... c'est sûr. Voilà, les conditions commencent à être réunies pour que tout le monde puisse entendre. Ok. Donc, oui. Voilà, donc je reprends parce que je veux quand même que ça soit clair. Je ne suis pas du tout une experte sur l'Ukraine. Il y a beaucoup de choses sur l'Ukraine que je ne sais pas et je suis contente qu'il y ait des personnes ici qui en savent plus que moi qui pourront me corriger si je dis des bêtises. Je suis militante féministe et anticapitaliste. Je suis membre du NPA, du nouveau parti anticapitaliste en France. Et je milite en ce moment dans le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine et notamment dans le collectif, je suis très impliquée dans le collectif féministe de ces réseaux. Donc pour ceux qui le connaissent pas, le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, c'est un réseau international aujourd'hui plus qu'européen parce qu'on a aussi des organisations maintenant de Brésil, des États-Unis, etc. où notre but c'est d'essayer d'organiser la solidarité internationaliste par en bas avec la résistance ukrainienne et surtout avec les secteurs de gauche, progressistes, féministes, etc. de cette résistance. Donc on se solidarise d'un côté avec l'ensemble de la résistance ukrainienne contre l'invasion, contre l'agression impérialiste russe, mais particulièrement on travaille avec les secteurs de gauche qui, à l'intérieur de l'Ukraine, aussi mènent une bataille dans la guerre contre les politiques néolibérales, etc. Parce qu'il s'agit pour nous c'est-à-dire on veut bien sûr que l'Ukraine gagne cette guerre, mais aussi qu'à l'issue de cette guerre, le rapport de force soit le plus favorable possible à ces secteurs-là. Donc, dans le collectif féministe du Réseau, on est voilà, un groupe de féministes de plusieurs pays, d'Europe de l'Est et de l'Ouest notamment, et de Brésil aussi, qui sommes réunis autour plus particulièrement des questions féministes, des questions de genre en relation avec cette histoire, donc qui prêtons une attention spéciale aux problématiques proprement de genre et aux enjeux genrés de cette guerre. Et si vous voulez, le point de départ, ce qu'on constate et qu'on trouve inquiétant, c'est une sorte de paralysie en ce qui concerne le féminisme de gauche et la capacité de ce féminisme à se solidariser concrètement des féministes ukrainiens, enfin de la résistance ukrainienne, mais en particulier des féministes ukrainiennes dans cette résistance. Et du coup, je pense que l'expression peut-être la plus évidente ou celle qui a eu le plus d'écho de cette paralysie, c'est un manifeste pacifiste féministe qui a été impulsé par des féministes espagnoles, notamment d'Anticapitalistas, mais qui a été signé par des importantes féministes, par des importantes militantes et politiciennes et académiciennes féministes d'Europe et des Amériques. Et qui tient une position, voilà, complètement, à notre sens, pacifiste abstraite, qui est dans cette paralyse. Donc, il s'agit pour nous un peu de comprendre cette paralyse et agir sur cette paralyse, parce qu'en effet, on constate que cette guerre, elle est très malaisante pour les féministes de gauche occidentales, comme elle est aussi très malaisante pour la gauche occidentale. C'est-à-dire que nous, les féministes, on a quand même une importante tradition qui, en plus, est vraiment importante de pacifisme et d'antimilitarisme. On a toutes des analyses très puissantes là-dessus. Et normalement, en fait, la position à avoir est hyper facile parce que nous sommes très habitués à que ce soit nos pays qui mènent les guerres. Et voilà. Et du coup, normalement, il n'y a pas de contradiction. Il suffit juste de s'opposer
aux interventions impérialistes. Moi, en l'occurrence, je vis carrément dans un pays qui est une puissance impérialiste, la France. Donc, en fait, voilà, c'est facile en France de tout simplement s'opposer aux interventions impérialistes en France et de tenir une position tout simplement féministe pacifiste. Donc, voilà, en fait, ce conflit, finalement, il n'est pas très sexy ou attirant pour des féministes ou des gauchistes occidentales que nous sommes, parce que l'Ukraine, en plus, ce n'est pas ce dont on rêve quand on pense, c'est-à-dire, ce n'est pas c'est pas là aujourd'hui qui va se jouer la révolution prolétarienne. C'est pas ça. C'est un pays, c'est clair, c'est un pays de droite avec un gouvernement néolibéral et avec une gauche et un féminisme qui sont petits et qui sont faibles. Donc voilà, ça ne correspond pas à nos rêves. Mais en fait, je pense qu'il est important de savoir agir politiquement, y compris quand la réalité ne s'accorde pas à nos rêves ou à nos idées ou à ce qui serait l'idéal. Et du coup, pour moi, l'enjeu, c'est de voir en fait pourquoi c'est important en tant que féministe de s'impliquer, de solidariser concrètement des féministes ukrainiennes et comment on peut faire ça, quel est notre rôle dans tout ça et comment on peut finalement être utile politiquement et sortir de la paralysie. Donc, pour ça, ce que je vais essayer de faire assez rapidement, parce que voilà, il s'agit surtout d'avoir une discussion et essayer de réfléchir ensemble. Et c'est d'un côté essayer de réfléchir en fait à quel type d'analyse d'ici on peut faire à partir des données quand même qu'on a des terrains et à partir des analyses qui sont faites en Ukraine, parce qu'on peut pas partir de rien. Et ensuite, en fait, comment à partir de ces analyses on peut identifier les enjeux qui sont importants pour le genre en Ukraine et on peut donc identifier les acteurs politiques qui sont la clé de la transformation sociale et qu'on doit soutenir parce que de toute façon, dans tout ça, nous ne sommes pas l'acteur politique principal, nous sommes plutôt un acteur politique, on a un rôle de soutien qui est quand même un rôle important, surtout dans un contexte d'une gauche qui se désolidarise. Donc, au niveau de l'analyse, comme je disais, je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut reconnaître quand même que les féministes pacifistes antimilitaristes n'ont pas que des mauvais exemples et ne posent pas que des mauvaises questions. Je veux dire, les inquiétudes qu'elles ont autour des questions de militarisme, de la guerre, etc., elles sont légitimes et elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'une tradition féministe, autant au niveau de la recherche qu'au niveau du mouvement pacifiste, des mouvements pacifistes féministes partout dans le monde, où en effet, elle constate les effets néfastes, délétères des guerres sur les rapports de genre et sur les femmes. Donc, je pense que c'est très important de s'armer de ces outils théoriques que le féminisme a, mais il faut qu'ils soient contrastés à la réalité du terrain. Et il faut que, quand on fait nos analyses, en fait, il faut se rendre compte quand même qu'il y a des rapports de terrain faits par des militantes et par des intervenantes sur place féministes, qu'il y a aussi des analyses qui ont été faites là où c'est très... Enfin, on n'a pas beaucoup d'analyses féministes depuis le début de la guerre, le 24 février, parce que c'est récent et parce que aussi les féministes ont été occupées à faire d'autres choses que nous faire des rapports et nous expliquer les choses. Mais depuis 2014, on a quand même des analyses très intéressantes, des analyses féministes très intéressantes. Déjà, quels impacts a eu la guerre depuis 2014 dans le Donbass sur le genre. Et en particulier, je voudrais citer, parce que je ne pourrais pas parler de tout ici dans le temps limité, mais un rapport qui est super intéressant à lire là-dessus, c'est un rapport qui est fait en plus d'une perspective très matérialiste, très intéressante, de Oksana Dubčak, qui s'appelle « Crisis, War and Austerity, the Evaluation of Female Labor and Retreating of the State ». Il y en a d'autres, mais celui-là, je le trouve vraiment très complet et très bien. Voilà, comme je disais, les apports quand même du féminisme nous montrent comment les guerres ont tendance quand même à être néfastes sur les femmes et que la simple participation des femmes dans l'effort de guerre, que ce soit au niveau du combat ou au niveau de la participation dans le travail de reproduction sociale, ne garantit
en rien après l'acquisition de droits dans le processus d'après-guerre. Au contraire, souvent, on voit quand même des rétrogradages à ce niveau-là. Et voilà, donc il faut voir que la participation des femmes à l'effort de guerre est presque toujours genrée, qu'elle s'est fait toujours en termes de division sexuelle du travail, et que ça, c'est vrai aussi pour l'Ukraine, même si peut-être il y a des discours assez mainstream, les discours qu'on voit plus mainstream dans les médias occidentaux et aussi de la part du pouvoir ukrainien, ça va être mettre en avant la participation des femmes dans l'armée, mais cette participation dans le tableau global, on va dire, est finalement assez petite. Et même, elle existe, mais il y a une forte division sexuelle du travail au sein de l'armée en Ukraine aussi. Mais surtout, en fait, il y a quand même le gros du travail qu'ils font aujourd'hui les femmes en Ukraine, et qui est très important, c'est le travail de reproduction sociale. Et le grand problème de la guerre, c'est qu'elle a un fort impact de la reproduction sociale. Elle intensifie une forte crise de la reproduction sociale qui existait déjà et qui avait déjà été intensifiée avec le conflit dans le Donbass, et que il faut voir en fait comme il y a plusieurs niveaux à ces problèmes. Donc tout d'abord, il y a la question de l'agression russe qui oblige l'Ukraine à se défendre et du coup à augmenter par exemple son budget militaire, ce qui rend l'Ukraine dépendante des institutions financières internationales, donc notamment FMI, Banque mondiale, qui à leur tour imposent des politiques d'austérité quand même assez brutales et qui mettent à mal la reproduction sociale qui se retrouve sans financement, et du coup qui fait basculer tout le fardeau de cette reproduction sociale sur les dos des femmes qui faisaient déjà ce travail, parce qu'il faut voir quand même que c'est un pays où on part déjà d'une disparité assez importante dans la répartition de ce travail-là, où on part déjà d'un écart salarial assez important, mais ça va encore augmenter ça. Ça va rendre ce travail de plus en plus gratuit du fait de retrait de l'État, mais en plus aussi, il y a des politiques qui vont davantage féminiser ce travail parce qu'elles vont renforcer la division sexuelle du travail. Je pense notamment à la conscription masculine, c'est-à-dire quand on décide que c'est les hommes qui vont participer en priorité à la défense, quand on oblige les hommes à participer à la défense, forcément ça fait que on réassigne les femmes à la reproduction sociale. Par ailleurs, il faut voir aussi qu'il y a aussi une priorité dans la rémunération, pas seulement des budgets de défense reproduction sociale, mais aussi sur la rémunération du travail. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à rémunérer le travail, par exemple, dans les unités de défense territoriale. Le travail de combat, c'est un travail qui est rémunéré, alors que celui de la reproduction sociale devient gratuit. Donc, il y a une hiérarchisation qui se renforce là-dessus. Donc, à côté et vraiment imbriqué à cette crise de la reproduction sociale, il y a la question des violences sexistes et sexuelles. Donc, il y a d'un côté, vraiment, c'est dont vous avez énormément déjà entendu parler et qui est très important, et c'est les violences déjà directes de la guerre, liées de l'agression, et notamment l'usage du viol comme arme de guerre, qu'on voit est assez systématique et assez brutal, mais quelque chose qui dénonce les féministes ukrainiennes, notamment dans les rapports de terrain qui ont été faits, c'est qu'en fait, cette surmédiatisation de cette violence, qui, on insiste quand même, est très importante, à la fois sert aussi à invisibiliser un problème qui déjà été important dans la guerre dans l'Est depuis 2014, mais qui augmente maintenant beaucoup dans tout le territoire, et c'est l'augmentation des violences sexistes et sexuelles dans le cadre conjugal, des violences domestiques. Donc, il faut voir évidemment ces violences dans le cadre
plus large de centralisation du pouvoir, de la mobilisation militaire des hommes et du coup l'accès aux armes des hommes, le renforcement de la division sexuelle du travail et donc le renforcement du genre, l'impunité des hommes qui deviennent des héros nationaux, tous ces mécanismes qui donnent plus de pouvoir aux hommes, qui donnent de pouvoir aux hommes sur les femmes, qui vulnérabilisent les femmes et les exposent davantage à ces violences, et à la fois que ces violences, en fait, sont un outil pour contrôler les femmes, pour contrôler le travail des femmes et pour les vulnérabiliser. Il y a une espèce de cercle vicieux là-dessus. Il faut voir aussi que du fait de cet état des choses, ce sont les femmes et les enfants, évidemment, qui sont les principales personnes déplacées, que ce soit déplacées internes ou externes, et que cette situation de déplacement, et d'autant plus, dans l'Europe où on vit avec des frontières, etc., expose, mais aussi à l'intérieur de l'Ukraine, expose ces femmes à une forte vulnérabilité, un fort risque des violences, que ce soit, encore une fois, des violences sexistes et sexuelles. Il faut voir que tout le processus d'accueil dépend énormément, parce qu'il n'y a pas de structure pour le faire, dépend énormément sur la bonne volonté et sur le volontariat des gens, ce qui fait quand même que ces femmes-là, elles se trouvent, à la, comment on dit en français, à la merci, ou on dit ça, à la bonne volonté des gens qui les accueillent. Et on voit des dynamiques très genrées là-dessus. Par exemple, des hommes qui proposent de l'aide. C'est quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de pays, notamment il y a eu des rapports en Russie, en Belgique et au Royaume-Uni sur comment, en fait, les sites pour proposer de l'aide pour les réfugiés deviennent des sites de rencontre pour les hommes, où ils proposent de l'aide, mais en échange d'une bonne à tout faire, ou des services sexuels, et par ailleurs, effectivement, la situation aussi leur expose un risque de surexploitation. Il y a beaucoup de rapports, par exemple, sur comment, en fait, on propose des travails à des femmes réfugiées avec des périodes probatoires, entre guillemets, mais qui en réalité sont des périodes probatoires qui durent et pendant lesquelles elles ne sont pas payées, etc. Il y a une enquête très intéressante là-dessus aussi qui ont fait des journalistes russes, justement sur comment, en fait, l'accueil des réfugiés en Russie est devenu un site de rencontre avec tous les abus possibles. Elle est vraiment très impactante. Donc, un autre problème très, très important, et que je pense risque encore de devenir plus important, c'est celui des droits reproductifs. Donc, parce que déjà en Ukraine, donc, du fait de la crise de la reproduction sociale, de la destruction des services publics, etc., même si en Ukraine c'est un pays où l'avortement il est légal à peu près avec les mêmes conditions que dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire avortement libre sous demande jusqu'à 12 semaines, la destruction des services qui existent pour garantir ça fait que, dans les faits, concrètement, c'est difficile d'y accéder. Et justement, dans un contexte de grande augmentation des violences sexistes et sexuelles qui inclut le viol et qui inclut du coup les grossesses forcées, ça devient un vrai problème, parce qu'il y a vraiment un nombre accru de femmes ukrainiennes qui ont besoin d'avoir accès à l'avortement. D'ailleurs, le premier pays d'accueil est la Pologne. Vous savez déjà quelle est la situation en Pologne. D'ailleurs, le parti de gauche Razem en Pologne vient de passer, obtenu avec un soutien énorme en Pologne de faire passer un projet de loi pour légaliser l'avortement, mais ça a été complètement balayé au Parlement. Il y a un problème, bien sûr, aux États-Unis, vous savez ce qui vient de se passer, mais il y a en plus des politiques qui sont à la fois sexistes et racistes dans les pays d'accueil. Par exemple, en Slovaquie, le Parlement qui débat sur la possibilité de restreindre le droit d'avortement aux seules résidentes permanentes en Slovaquie, ce qui exclut de fait les femmes ukrainiennes. Donc en fait, la question des droits reproductifs devient, je pense, vraiment à niveau global, vraiment un enjeu très très important, et il faut voir, je pense, il faut être très vigilant sur cette question en Ukraine, parce que à l'issue de la guerre, avec une crise de la reproduction sociale qu'on peut s'attendre qu'elle augmente, plus une crise démographique, il va y avoir vraiment un enjeu, et sous la pression
des institutions financières internationales qui vont effectivement, on peut supposer quand même qu'ils vont continuer à faire pression pour des réductions budgétaires et pour de l'austérité. Voilà, quelles armes seront peut-être utilisées s'il y a la volonté d'avoir une politique nataliste et pas forcément à partir des aides à la natalité. Donc voilà, le droit à l'avortement, y compris au niveau légal, en Ukraine, il pourrait être mis en question. Il faut être vraiment vigilant sur cet aspect-là, d'autant plus que c'est un droit, le rapport de Oksana Dubčak dont je vous ai parlé tout à l'heure le dit, c'est un droit qui est quand même de façon récurrente, remis en question quand même par des secteurs conservateurs, y compris en Ukraine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des propositions de loi. Et là, tout récemment, il y a eu justement une proposition dans le site qu'ils ont, le site officiel, pour faire des propositions qui doivent recevoir un nombre assez élevé de votes pour passer un projet de loi, et je pense que ça n'a pas été le cas, heureusement, de celle-là. Mais il y a eu une proposition avec un discours sexiste, nationaliste, les femmes comme reproductrices de la nation, qui demande d'interdire l'avortement. Voilà, c'est quelque chose que nos camarades féministes de Social Niru ont dénoncé. Donc voilà, le bilan pour le genre, à partir des données qu'on a et des analyses qu'on a pour l'instant. Et là, bon, j'ai quand même beaucoup résumé parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter, est vraiment très inquiétant. Mais quand on voit ça, on se rend compte qu'en fait, un pacifisme abstrait et paralysant n'est pas la solution. C'est-à-dire, ce n'est pas, juste dire il faut que la guerre s'arrête. On est tous d'accord, il faut que la guerre s'arrête. Moi aussi, je voudrais que la guerre s'arrête. Mais en fait, c'est pas demander à ce que la guerre s'arrête qui va concrètement faire que la guerre s'arrête. Ceux qui ont le pouvoir d'arrêter la guerre, c'est quand même ceux qui l'ont commencé. Donc, à savoir la Russie. Et on ne peut absolument pas à demander aux Ukrainiens de se rendre, ce qui serait par ailleurs néfaste pour les droits civiques et démocratiques et pour les rapports de genre, parce qu'on a qu'à voir la situation quand même de ces droits-là et de ces rapports en Russie, si on veut voir ce qui pourrait arriver aux Ukrainiens en cas de victoire de la Russie. Donc, la seule solution possible, quand on fait cette analyse et face à cette situation quand même dramatique, c'est vraiment de soutenir les acteurs qui sont les acteurs politiques qui peuvent porter un projet de transformation sociale en Ukraine ou qui peuvent, encore une fois, sans se faire d'illusions et penser que ça va être la révolution prolétarienne ou féministe demain, mais les acteurs qui peuvent établir un rapport de force et mitiger un minimum les impacts de ça. Donc oui, très rapidement sur le féminisme ukrainien. Donc moi, comme je vous disais, l'Ukraine, c'est vraiment un pays que je découvre. Les féministes ukrainiennes, maintenant c'est des camarades avec qui on bosse, mais voilà, c'est quand même des relations et des rapports récents. Donc je découvre. Et il y a un article qui m'a beaucoup aidé à comprendre, je pense, le mouvement féministe contemporain. C'est l'article d'une historienne ukrainienne qui s'appelle Oksana Kiss, et c'est un article qui s'appelle Oksana aussi, mais c'est une autre Oksana, qui s'appelle Feminism in Contemporary Ukraine, From Allergy to Last Hope. Et je dis, il m'a aidé à comprendre parce qu'en effet, voilà, ce qu'on constate, c'est que le féminisme en Ukraine, il est quand même différent, par exemple, de ce qu'on peut voir en France. Et que je pense que c'est important de comprendre en fait son contexte voilà. Donc, ce qu'elle explique, Oksana Kiss, dans cet article, c'est comment, en fait, parce que sous l'Union soviétique, il n'y a pas eu un mouvement de femmes autonomes comme ce qu'on peut avoir par exemple en France, le MLF, mais en général les mouvements de libération des femmes qui ont eu lieu dans beaucoup des pays du monde dans les années 60, 70 à 80, parce que sous l'Union soviétique, c'était la question de l'émancipation des femmes, c'était une émancipation par le haut. Il y a quand même une coupure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle deuxième vague féministe dans l'Union soviétique, et elle explique que dans
dans l'époque post-soviétique, il y a eu quand même une forte méfiance envers le féminisme. Donc, le féminisme s'est développé, une sorte de mouvement féministe s'est développé à partir plutôt des années 90. Et surtout, ça a été, surtout au début, un féminisme très institutionnalisé, en quelque sorte, avec une certaine collaboration avec les institutions et avec le pouvoir, etc. Elle parle aussi d'un mouvement, elle parle justement de comment, en fait, un mouvement féministe plus autonome ou des secteurs du mouvement féministe plus autonome, finalement, se sont développés très récemment. Et elle parle d'une initiative qui a l'air très intéressante, mais qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelle Offensive féministe, voilà, qui a eu lieu dans les années 2010, qui a un peu explosé avec le Maïdan. Mais voilà. Aujourd'hui, quand même, il existe en Ukraine, d'un côté, on a un féminisme libéral, assez institutionnalisé et avec des organisations institutionnalisées, mais il existe quand même des petits collectifs autonomes que je pense, en fait, c'est vraiment très intéressant de travailler avec et de soutenir parce que voilà. C'est donc nous dans le collectif féministe du réseau, on travaille avec notamment deux de ces collectifs qui s'appellent l'un s'appelle la traduction en français c'est l'atelier féministe. Ils ont une version anglaise de leur nom Feminist Workshop. Je saurais pas dire en ukrainien. Et on a aussi Bilkis qui est un petit collectif anarcho-féministe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut voir aussi le contexte dans lequel elle travaille, donc dans un contexte quand même de forte méfiance du féminisme, c'est-à-dire qu'elle rapporte des choses comme parfois elles ont du mal, par exemple, à louer un espace pour mener à terme leur activité et tout, mais elle mène un travail, surtout aujourd'hui dans le contexte, vu les priorités, elle mène surtout un travail humanitaire, mais avec perspective de genre, où elles ont des initiatives très intéressantes, comme la mise en place, par exemple, des refuges non mixtes pour des femmes et des enfants, quelque chose qui n'existe pas comme service en général aux réfugiés. C'est quelque chose dans les rapports qu'on dénonce systématiquement, cette manque de refuges non mixtes qui vulnérabilise les femmes et les expose à des situations de violence. Donc, elle travaille sur ça, sur des refuges non mixtes, sur énormément d'initiatives, d'aide de garde d'enfants, d'aide, de travail finalement des reproductions sociales, mais qui est fait dans une perspective féministe et dans une optique. Elles ont des groupes de conscience, c'est-à-dire d'une optique quand même de autogestion, organisation d'une solidarité féministe, conscientisation. Elles ont aussi Feminist Workshop, elles mènent à terme des groupes de conscience, un peu comme les groupes de conscience féministes des années 60. Du coup, c'est très intéressant ce qu'elles font. Et de l'autre côté, il y a, je pense que du point de vue féministe, aussi une organisation qui est vraiment très importante, c'est Social Niru, qui est une organisation probablement que vous connaissez déjà. Donc c'est une petite organisation de gauche anticapitaliste qui est petite en nombre, mais qui est vraiment très pertinente politiquement et qui en plus a un vrai impact, c'est-à-dire ils sont petits mais très organisés et très actifs et qui ont des demandes vraiment très politiques pour le coup et des demandes qui sont très importantes, y compris pour la question du genre, parce que si on fait cette analyse quand même matérialiste en termes de reproduction sociale, etc., probablement deux des demandes qui sont les plus importantes aujourd'hui pour les rapports de genre en Ukraine, c'est l'annulation de la dette et c'est l'expropriation des oligarques. Et là, c'est des revendications de Social Niru. Social Niru, il mène une campagne très importante, notamment avec des partenaires de gauche d'autres pays de l'Europe de l'Est, pour l'annulation de la dette ukrainienne. Et là, je pense que c'est vraiment, par exemple, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de concret à faire pour les féministes. Cette campagne,
Et par ailleurs, dans Social Nihru, ils ont quand même une commission. Bon, je ne sais pas s'ils appellent ça comme ça commission, mais on a des camarades féministes qui travaillent spécifiquement sur les questions du féminisme, notamment Victoria Piul, qui est la camarade responsable de ça. Et je profite pour annoncer que ce lundi, il va y avoir un live organisé par le comité Ukraine du Royaume-Uni, justement, où il y aura une intervention de Victoria, de plusieurs femmes syndicalistes, de Yulia Yurchenko, que je pense, je ne connais pas le contenu, mais je suis sûre que ça va être quelque chose vraiment de très intéressant et qui va valoir le coup. Juste pour t'interrompre, si vous voulez le trouver, la page Facebook, c'est Ukraine Solidarity Campaign du Royaume-Uni. L'annonce est sur la page. Donc voilà, je pense que quelque chose à ne pas rater pour les féministes. donc voilà, dans ce contexte-là, je pense que nos partenaires privilégiés aux féministes sont ça, voilà, les petits collectifs féministes autonomes, enfin aux féministes de gauche, les petits collectifs féministes autonomes comme cela et Social Nihru. Mais il faut voir que dans le contexte, et vu ce que la gauche pèse en Ukraine et tout, voilà, il peut y avoir aussi un intérêt à avoir des alliances conjoncturelles. D'ailleurs, c'est à eux de voir, avec y compris des féministes libérales, parce que elles font des choses finalement qui sont utiles et qui font avancer les rapports de genre. Et puis sans trop surestimer les opportunités conjoncturelles, comme je pense notamment l'entrée à l'Union européenne. Il ne faut pas trop sous-estimer ce que ça peut amener en termes d'amélioration des rapports de genre, parce que voilà, c'est une opportunité conjoncturelle dont le gouvernement ukrainien profite aussi pour se donner une façade, comme dit Oksana Dubchak, un féminisme de façade, non, une façade féminisme, qui a fait par exemple qu'il ratifie la Convention d'Istanbul en toute urgence, alors que c'était une demande féministe depuis longtemps et que ce n'était pas fait. Et enfin, c'est fait parce que maintenant, il y a des intérêts à faire. Bon, il ne faut pas négliger ces circonstances finalement conjoncturelles qui peuvent être une brèche pour les féministes pour faire avancer des choses, même s'il faut bien sûr rester très méfiante, maintenir les rapports de force, etc. Il faut voir quand même que le contexte est un contexte particulier. Donc, voilà, donc juste pour conclure, parce que je pense que j'ai déjà été assez longue, c'est de dire à partir de là, en fait, qu'est-ce que nous, on peut faire d'ici en tant que acteur politique secondaire, mais quand même important, parce que je pense que c'est vraiment très important de renforcer ces acteurs politiques que je viens d'identifier. C'est important de les renforcer, c'est important de les relayer, c'est important de les traduire dans la mesure de pouvoir les expliquer aux gauchistes, européens occidentaux et aux féministes européens occidentaux qui parfois ils font vraiment aucun effort. C'est-à-dire, ce que je disais, pour ceux qui viennent de découvrir l'Ukraine, en fait, il y a quand même un effort de compréhension de faire d'un pays qui est différent, qui a un contexte différent, et nous, on a un biais occidental pour voir, enfin, y compris moi, c'est pas une critique que j'ai fait aux autres et pas à moi. Pour moi aussi, c'est un processus qui demande de l'effort et qui a des risques de biais et que voilà. Et je pense que c'est très important de leur renforcer, de relayer leur discours, d'organiser la solidarité matérielle. Donc, je vois la cagnotte avec Bilkis. Nous, c'est un projet aussi dans le collectif qu'on a en France. On veut organiser une cagnotte pour soutenir ces collectifs et on a déjà fait ça pour Social Nihru. En ce moment, dans le collectif, on mène une campagne autour d'une pétition pour la légalisation de l'avortement en Pologne et pour l'accès effectif à l'avortement, aux droits reproductifs des femmes ukrainiennes et pas que partout en Europe. Il s'agit aussi d'une façon de travailler sur des enjeux concrets, ce qui nous permet de créer les liens avec des féministes en fait qui sont encore un peu éloignées effectivement des problématiques, mais qui nous permet d'établir un dialogue avec elles parce que on pense que c'est possible. Et voilà, je pense que c'est tout pour l'introduction. Maintenant, je laisse la discussion avoir place. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est le choix qu'on avait fait d'avoir une introduction un peu courte.
pour permettre aux unes aux autres de poser les questions, d'intervenir, d'avoir un moment vraiment de discussion. Alors la parole est à vous. Je voulais juste poser une question de référence. Quel est l'article dont vous avez parlé au début, Oksana? Ah oui, c'est vraiment un article très... Enfin, attendez, parce que j'ai le nom. C'est vraiment un rapport pour le coup. C'est plus un rapport qu'un article. C'est un peu long et je pense que ça mériterait, peut-être si j'ai le temps, je ferai ça. Ça mériterait une traduction, un résumé traduction pour que ça soit vraiment accessible. C'est Oksana Dubček. Donc, oui, peut-être. Ouais, aussi. Donc, ouais, Oksana Dubček, elle sait l'écrire. Et c'est Crisis. Ouais, c'est Crisis, War and Austerity. Deux points, Devaluation of Female Labor and Retreating of the State. Et ça a été publié en 2018 sur le site Rosa Luxemburg Stiftung. Désolée, vraiment, je ne sais pas prononcer de phonème en allemand. Voilà. Et ça, c'est le nom de l'autre chercheur. Et l'autre chercheur qui est une historienne. Le mettre avec un i. Enfin, on va les mettre sur le site. On va les mettre sur le site. Oui, je pense que ça vaut le coup. En fait, je pense qu'il y a deux historiennes féministes qui sont... Bon, j'ai dit deux historiennes. Oksana, c'est sûr qu'elle est historienne. L'autre que je vais dire, je ne sais pas si elle est historienne ou elle est peut-être sociologue. Non, elle est sociologue. Mais il y a une autre qui s'appelle Tatiana Zurzenko, je pense, qui aussi travaille pas mal sur le... En fait, pour comprendre le féminisme ukrainien, je pense que c'est Oksana et Tatiana Zurzenko. Oksana Dubček, en fait, ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est qu'il est super complet, parce qu'à la fois, elle fait la critique vraiment très matérialiste sur la reproduction sociale, elle lit ça avec les violences sexistes et sexuelles et tout. Et à la fin de son rapport, elle fait aussi un petit peu le bilan du féminisme en Ukraine, et voilà quelles sont les forces féminismes, quel est le rapport de force possible. Moi, je trouve que c'est une analyse vraiment intéressante. Donc, voilà. Mais c'est en anglais. Ah oui, c'est en anglais. C'est vrai, c'est en anglais. Mais moi, je vous dis, moi, c'est quelque chose que j'aimerais quand même vulgariser, on dit. Donc, peut-être que je ferai un résumé traduction en français. Oui, c'est juste pour vous dire que Elisa, elle a aussi écrit un super article qui est du coup en français. Ouais. Juste, est-ce que tu arrives à rappeler comment le titre? Oui, en français, ça s'appelle « Les féministes ukrainiennes sous les yeux d'Occident ». Voilà, c'est une référence à Mohanty. Et oui, et il est publié notamment sur le site de l'anticapitaliste. Voilà. Ceci clarifié, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Je peux prendre la parole pour donner quelques commentaires et déjà remercier pour ce résumé, disons, très fourni et très utile, et vraiment merci énormément, et pour le travail que tu fais dans le réseau européen. Ouais, peut-être je voulais donner quelques exemples de ce qu'on a entendu de la part des féministes ukrainiennes, parce qu'avec Alexis, on était à Lviv il y a un mois, justement pour rencontrer les différentes organisations ukrainiennes, y compris les organisations féministes qu'on vous a présentées, donc Wilkies et Feminist Workshop avec qui on collabore. Il y a énormément de choses intéressantes qui ont ressorti de leurs interventions. Peut-être Alexis, s'il va se rappeler de quelque chose, il pourrait me compléter. Mais une des choses qui est ressortie de deux présentations, c'est qu'elles insistaient sur les différences en ce qui concerne leur perspective de lutte, les différences entre être féministe en Ukraine et être féministe en Russie, ou être féministe sous l'occupation russe. Ouais. Parce que, en plus qu'on sait en quel point l'État russe c'est un État misogyne, homophobe, qui le devient de plus en plus, littéralement tous les jours, en appliquant de nouveaux lois extrêmement juste choquantes, je ne sais pas comment les appeler autrement, mais ce qui est essentiel et ce qu'ils essayaient de nous faire comprendre, avec tous les moyens possibles, c'est que pour lutter, il faut d'abord vivre, il faut exister et il faut être en vie. Et l'occupation russe, ça signifie concrètement pour plusieurs personnes et surtout pour les femmes, ça signifie les viols,
extrêmement brutale. Ça signifie les meurtres arbitraires, ça signifie les tortures, ça signifie les déplacements forcés. Donc en fait, pour elle, la question ne se pose pas dans le sens, la question ne se pose pas est-ce qu'on doit faire des concessions et tout ça. Pour elle, la priorité absolue, c'est que, ok, on a nos revendications féministes, mais la revendication qui ressort en premier, et qui d'ailleurs ressort dans le manifeste féministe qui va être publié bientôt, qui est écrit par plusieurs organisations féministes ukrainiennes. Première revendication, c'est le droit à l'autodétermination, à la protection de la vie et des libertés fondamentales, le droit à l'autodéfense, y compris armée, du peuple ukrainien, ainsi que d'autres peuples contre l'agression impérialiste. Donc c'est en fait une condition pour toute lutte féministe, pour toute existence autonome, et elles le mettent en avant en disant le survie physique tout court, c'est une condition pour elles, et que bien sûr que les femmes ukrainiennes sont aujourd'hui les victimes de la violence, les victimes de déplacements forcés, mais les femmes ukrainiennes, en ce moment, c'est aussi les femmes qui luttent. C'est les femmes qui participent à la défense de manière directe ou indirectement, parce qu'elles font l'effort pour aider l'armée, pour aider ceux qui sont au front, ou directement parce que certaines membres des collectifs féministes s'engagent directement dans l'armée. Donc voilà, ça c'est une vision qu'ils essayent de passer, parce qu'elles étaient choquées que la seule prise de position féministe occidentale ou d'autres pays était une prise de position qui va à l'encontre de leurs intérêts à elles. Personne ne les a demandé ce qu'elles en pensent. Donc faire un manifeste sur l'Ukraine sans demander aucune féministe ukrainienne, c'est quand même quelque chose. Et ça, c'est dans un féminisme qui se pense décolonial, qui pense qu'il faut partir des besoins des premières concernées. C'est quand même assez choquant comme une espèce d'aveuglement par rapport à l'Ukraine et aux féministes ukrainiennes. Donc, une autre chose que je voulais dire, c'est que les divisions féministes qu'on a ici entre les féministes de gauche et les féministes libérales, bien sûr qu'elles existent là-bas, mais elles ne sont pas de la même nature, et les collaborations se font beaucoup plus facilement entre elles, puisqu'ils ont beaucoup d'intérêts communs en ce moment, juste de défense et de protection des vies des personnes vulnérables, des personnes déplacées, des personnes victimes de viol, etc. Donc, et des personnes qu'on a rencontrées à Lviv, qui étaient des féministes tout à fait apolitiques et libérales, eux, ils n'ont aucun problème à, par exemple, à dire « Ah, nos camarades anarchistes, en fait, ils nous aident avec ça, ça, ça et ça ». Parce que pour eux, c'est le lutte des terrains, et ce qui compte, ce n'est pas leurs convictions politiques, c'est qu'ils peuvent leur fournir une aide concrète. Et si c'est des anarchistes, bah tant pis, tant mieux. Et un autre problème auquel nous, on va devoir faire face ici en Europe, et je pense probablement en Suisse, et un truc par rapport auquel on doit vraiment parler, c'est que la migration, et pas les migrants, les réfugiés ukrainiens en ce moment, c'est les femmes. Il n'y a pas d'hommes pratiquement, parce qu'ils doivent rester en Ukraine. Donc les femmes avec les enfants, et effectivement ce que Lisa a abordé, peut-être on pourrait le développer un peu plus, c'est à quel point ce sont des personnes vulnérables, qui ne parlent aucune langue, qui sont très naïves. Moi j'ai vu des exemples, mais flagrants, je peux vous raconter après, d'une naïveté énorme, et des personnes qui ont des illusions sur l'Europe et sur la sécurité en Europe, qui font confiance à des gens auxquels ils ne peuvent pas faire confiance, ils se font exploiter parce qu'ils ne savent pas leurs droits ici. Du coup, ils sont embauchés par des familles malhonnêtes qui leur font travailler, qui ne leur payent jamais, qui les font travailler pour la nourriture. Elles pensent que c'est entre guillemets normal. Donc en fait, il y a des centaines, des centaines de milliers de femmes qui se trouvent dans des positions extrêmement vulnérables, et qui ne savent même pas à qui ils peuvent s'adresser. Ils ne connaissent pas leurs droits. L'EVAM et toutes ces institutions en Suisse, ils ne leur fournissent pas des informations nécessaires. Et le problème du traite humain des filles et des femmes ukrainiennes, même avant la guerre, c'était un enjeu énorme. Il y avait des ONG qui travaillaient là-dessus, parce que l'Ukraine, c'était une source le plus importante des femmes qui sont victimes de l'esclavage sexuel dans les pays, y compris européens. Et là, juste les proportions que ça va prendre, je pense qu'on va l'apprendre
Un peu plus tard, là c'est pas très visible, mais juste ce flou des personnes qui sont à la merci justement des gens qu'elles ne connaissent pas. Et je pense que le problème de l'esclavage sexuel de traite humain et de l'esclavage de travail, ça va être un truc auquel nous, ici en tant que féministes, on va devoir apporter des solutions. Sorry pour avoir... Non, c'est très bien. C'est pour ça qu'on a laissé beaucoup faire sa discussion. Ouais. Chacune et chacun puisse prendre le temps de dire ce qu'elle a dit. D'autres. Oui, pardon. Une petite question, juste là, peut-être une remarque là, un petit peu, mais je ne sais pas s'il y a des féministes libérales. J'ai des femmes qui se battent. Féministes, je ne suis pas si sûre. Après, il faudrait définir, mais c'est peut-être pas l'enjeu, c'est peut-être pas très important, mais quand même. Hein, je veux dire, moi là-dessus, je suis un peu sensible. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, féministe libérale, si tu veux, Pour moi, c'est très à gauche, féministes. Et du reste, les femmes qui se battent et qui sont à droite, elles ne se réclament surtout pas du féminisme. Non, mais en fait, c'est plus subtil que ça. Là, féministe, pardon, est-ce que je réponds aussi? Moi, en fait, ce que je dirais par féministe libérale, et je pense que ce n'est pas quelque chose de particulier en Ukraine, hein, enfin, elles existent partout. Et d'ailleurs, enfin, Hana, elle disait, et merci Hana d'ailleurs pour ton intervention, parce que tu as souligné des points importants sur lesquels je n'ai peut-être pas insisté assez. C'est vrai que moi, je vis tellement parfois dans les microcosmos du Résu maintenant, qu'il y a des choses pour moi qui vont de soi, comme on dévoile l'Ukraine, et ça vaut le coup quand même de le répéter. Bien sûr, non, mais en fait, les féministes libérales, et je pense que voilà, c'est pas une problématique spécifique de l'Ukraine, parce que je pense que aussi en France, en Suisse, bon, je dis en Suisse comme ça parce que je connais pas trop le contexte, mais je pense que partout on fait des alliances. Par exemple, quand on se bat pour le droit à l'avortement, on fait des alliances avec les féministes libérales. En fait, les féministes libérales, elles sont dans une registre par rapport, par exemple, à un féminisme, un féminisme, je pense, soit matérialiste ou marxiste ou radical, qui encore ont des distinctions entre eux. Je pense que les féministes libérales, elles sont dans une rhétorique et dans une perspective de tout simplement demande de droits pour l'égalité formelle entre hommes et femmes, là où des féministes radicales ou matérialistes vont avoir une analyse plus poussée sur les dynamiques, notamment sur les structures économiques qui produisent le genre, et c'est-à-dire ils vont plus être dans des logiques d'abolition du genre, d'abolition du capitalisme et du genre, vraiment d'abolition, alors que le féminisme libéral reste plus sur la surface de juste obtenir des droits formel. Donc, le droit à l'avortement, par exemple, on peut le défendre depuis une perspective féministe libérale, on peut le défendre depuis une perspective féministe matérialiste, je pense. Et comme ça, beaucoup. Les violences sexistes et sexuelles, on peut se battre contre elles. En fait, déjà, il y a beaucoup d'analyses différentes que les différents courants féministes font de qu'est-ce que c'est une violence sexiste et sexuelle, quelle est leur fonction, voilà. Donc, je pense que des alliances comme ça, on en fait partout, et qu'en fait aussi le purisme, c'est un peu le privilège de ceux qui peuvent se permettre d'être puristes, et ça s'applique pas qu'aux féministes, et ça s'applique pas. Bon. Je pense pas que ce soit. Non, mais je ne le dis pas pour toi, je le dis pas. Désolée. Je en partie pas d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas grave. Non, moi, la question que j'avais, c'était pendant la guerre, quelques années en ex-Yougoslavie, etc., il y avait cette question, je crois qu'à la guerre, évidemment, il y a ces questions de viol, de violence faite aux femmes, etc., et tout, et moi, j'avais souvenir qu'il y avait des femmes qu'on appelait les femmes en noir, je veux dire, qui se mobilisaient, et ça avait eu un impact tout en Europe, où effectivement, après, sur les places, sur les trucs comme ça, je veux dire, il y a les femmes, elles s'habillent en noir pour rappeler, etc., contre les viols et tout. Alors moi, ma question par rapport aux femmes ukrainiennes, parce que c'est un vrai problème, je veux dire, c'est non seulement en Ukraine, mais en Pologne, partout, et ce que tu disais sur ces femmes qui sont ici, qui sont exploitées, je veux dire, et tout, je veux dire, est-ce qu'il y a une réflexion, il y a quelque chose qui fait que, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui fait que, à un moment donné, je veux dire, dans cette même idée,
quelque chose qu'on reprendrait en Europe, etc. et tout, où effectivement, quand tu as des femmes, etc. et tout, je dis les femmes en noir, c'était clair après. Il n'y avait pas besoin d'expliquer ce qu'elles faisaient, qui elles étaient. Au fond, la population, elle savait, plus ou moins. Hein, je veux dire, évidemment, ça dépend des milieux. Hein. Alors moi, ma question, c'était un petit peu ça, tu vois, qu'est-ce que... Pour mettre un peu l'accent là-dessus. Enfin, après, c'est par rapport à l'Ukraine, c'est par rapport à toutes les guerres. C'est une horreur, mais voilà, je trouve que c'est extrêmement violent. Enfin, je sais pas, voilà. Tu demandes s'il y a un mouvement quelque chose qui, moi, analogue à ça, à ma connaissance, non, et peut-être je me trompe et tu peux me corriger, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il y ait un mouvement de femmes noires, mais il y a quand même des revendications féministes et il y a, voilà, c'est juste que peut-être elles ne s'expriment pas toujours de la même manière, mais il y a évidemment des revendications féministes autour de la reconnaissance des viols comme armes de guerre. D'ailleurs, je pense que c'est aussi peut-être un point d'humanité. Tu avais quelque chose à répondre? Oui, vas-y. Des éléments, pas forcément une réponse en tant que telle. Donc, première chose, le problème de viol en Ukraine, le viol de guerre, il est reconnu au niveau le plus... donc, on en parle dans les médias, partout dans la société. Donc, les femmes, elles n'ont pas besoin d'affirmer, puisque la société les reconnaît et les incite à témoigner, aller porter plainte et tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est étouffé en ce moment en Ukraine. C'est plutôt, il y a un travail de la part des médias que je pense tout à fait, franchement, je ne m'attendais pas à quel point les médias, ils sont dans une posture de, il ne faut pas avoir honte, il faut en parler, il faut s'adresser pour l'aide, etc. Donc ça, c'est des messages qui circulent et qui sont tout à fait mis en place. Première chose. Deuxième chose, quand il y a les cas le viol de guerre, quand il a été, pas découvert, mais quand on a eu des preuves très concrètes, quand l'armée russe s'est retirée du nord de l'Ukraine, on a découvert ce qui s'est passé dans la ville occupée, des viols atroces dont les victimes c'était aussi les enfants. Donc il y a des activistes ukrainiennes à l'étranger qui ont fait des actions un peu visuelles, de protester devant les ambassades russes, en étant couverts du sang, bon bref, ce genre de choses. Donc c'était quelque chose qui se mettait. Et par rapport à des femmes en noir, il y a par contre un mouvement, je ne sais pas si ça continue, au début de la guerre, en tout cas les 2 premiers mois, en Russie. C'était les filles, parce qu'il y a le féministe anti-war resistance, la résistance anti-guerre féministe. C'est un peu la seule réseau visible et vraiment actif, c'est des féministes en Russie qui se positionnent contre la guerre. Et elles avaient justement cette initiative des femmes qui s'habillent en noir, qui tiennent les fleurs et qui vont dans des endroits publics pour manifester tacitement leur opposition à la guerre. Et ça, il y avait... c'est des photos, des vidéos qui étaient partagées sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le cas en Russie. Par rapport à ce que tu dis, Marie-Christine, aujourd'hui, ça existe encore. C'est vrai que c'est beaucoup présent en ex-Yougoslavie, dans les pays Balkans, et notamment en Serbie, à Belgrade. En fait, il y a des protestations des féministes qui s'habillent en noir, et puis c'est quand même, peut-être c'est un acte limité, mais quand on pense aujourd'hui à la position de la Serbie face à la guerre et le soutien à Poutine, c'est quand même courageux. Et puis ce que tu disais, Anna, moi je trouve intéressant en fait aussi quand on regarde la médiatisation de cette guerre en Suisse, c'était beaucoup les permis obtenus facilement, et puis on en est critique par rapport à d'autres populations évidemment. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est impressionnant, que chaque fois quand il y a une guerre, tant qu'on est sous l'état capitaliste, il y aura toujours des profits. On essaie toujours de profiter de la main-d'œuvre peu chère, et puis à la fois de façon rémunérée, on va dire, productive, et puis de ce que tu disais, des personnes qui se retrouvent dans les réseaux où il n'y a pas de confiance et sont exploitées. Mais typiquement, même ici, quand on regarde les institutions, j'ai appris que comme l'EBAM était aussi une discussion, par exemple, avec la fêtière patronale de la restauration, Gastrobo, qui se renseignait déjà à savoir quel type de personnes arrivent, quel diplôme, quelle langue les personnes parlent. Et puis quand on sait, la pénurie aussi, beaucoup de personnel d'hôtellerie-restauration, que c'est vraiment des salaires misérables, parmi les plus bas en fait en Suisse,
c'est quand même inquiétant en fait de voir qu'en fait voilà, les côtés patronales s'inquiètent ou s'intéressent beaucoup plus à qui sont ces personnes, voilà, on les traite comme des marchandises, ça parle quelle langue, voilà. Et puis après, par rapport à ce que tu dis Anna, c'est vrai que ça on le voit pas trop en fait dans les médias, et puis je sais pas si toi c'est des cas dont tu connais, on peut s'en imaginer évidemment que des personnes se trouvent dans les réseaux exploités, mais les médias représentent évidemment ces côtés intégrés, voilà, c'est des personnes qui arrivent, des familles qui sont dans les familles suisses, et en fait, il n'y a aucun média, en fait, même indépendant, qui en parle, et puis je me demande si, à travers le comité Suisse-Ukraine, comme ça ne vaudrait pas la peine, je ne sais pas, peut-être que ça a déjà fait, d'écrire des articles, qu'aussi on essaie de contraster, en fait, cette image-là, et pas d'avoir une seule ligne qui est représentée dans les médias, mais de dire, en fait, oui, effectivement, c'est des familles qui arrivent maintenant plus facilement, mais qu'est-ce qui se cache derrière, en fait, et dans quel réseau ces personnes tombent, et puis comment on peut les soutenir aussi en tant que féministes. Peut-être, non, je voulais répondre, mais c'est que... Non, par rapport à ce qu'elle dit, ça me paraît très intéressant parce que je pense qu'il y a eu effectivement, y compris au sein du mouvement antiraciste, par exemple en France, je pense, effectivement des critiques qui sont à la fois justes sur en fait sur le traitement différentiel que les Ukrainiens, que l'accueil des Ukrainiens vont avoir par rapport à d'autres, mais qui ont été formulées pour moi de façon un peu problématique. Déjà parce qu'on devrait dire en fait, les Ukrainiens, en fait, ce qu'on fait pour les Ukrainiens, déjà, c'est pas assez. Et d'autant plus dans un pays comme la France, où on n'est pas en train d'accueillir les gens qu'on devrait accueillir. Et déjà, ce qu'on fait avec les autres, c'est juste de la honte terrible. Et puis, je pense, voilà, ils ont raison à dénoncer une espèce de géométrie variable au racisme. Mais je pense qu'il faut faire très attention, en effet, et surtout depuis un discours antiraciste, à appeler les Ukrainiens, et notamment les Ukrainiens réfugiés dans le contexte actuel, des Blancs. Non, parce que quelque chose qu'on a beaucoup entendu répéter, c'est ces gens blonds aux yeux bleus, donc des Blancs, ce qui naturalise complètement les rapports sociaux des races et qui les naturalise, du coup reproduit finalement un rapport raciste, parce que si on a une vision matérialiste, encore une fois, des rapports sociaux des races, et qui s'ancre du coup sur la question de la division internationale et raciale du travail, je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui dans le contexte actuel que les Ukrainiens sont des Blancs, ou alors s'ils sont Blancs, ils sont un blanc très foncé, quoi. Je veux dire, il y a évidemment, je ne nie pas qu'il y a une différence en termes de rapport de race avec l'immigration, par exemple, postcoloniale. Mais en fait, ils n'occupent pas la même position dans la division du travail, y compris qu'en fait, les ressortissants européens, comme moi, moi je ne suis pas française, je suis étrangère en France, et j'ai déjà peut-être pas les mêmes qu'en français, mais encore, je suis ressortissante européenne. Enfin, c'est pas la même chose qu'être ukrainien, qu'être en plus que venir d'un pays de l'Est. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, effectivement, ils sont embauchés dans quelles conditions, ils occupent je veux dire, il faut quand même être attentif à faire ce type d'analyse. Donc, merci parce qu'en effet, c'est très important. Ouais. Moi, j'avais une question un peu, en fait, c'est vraiment une question ouverte et c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis un petit moment parce que je me rends compte que je suis militante féministe matérialiste ici en Suisse, et puis la difficulté qu'on a à la mobiliser en fait ici sur les questions internationalistes de façon générale, mais aussi je trouve que c'est très prégnant maintenant avec la guerre en Ukraine, la façon dont on a de la peine, alors c'est évident et ça ressort hyper bien de ta présentation d'ailleurs, merci beaucoup, c'était hyper intéressant, sur les effets des rapports de genre à la fois ici mais aussi en Ukraine. Ça paraît tellement évident et pourtant je trouve qu'il y a vraiment de la difficulté à mobiliser sur ces questions-là. Je pense qu'il y a d'abord le fait que, comme tu disais, ça demande un certain effort et qu'on a certains biais en fait ici aussi en tant que féministe occidentale qui a grandi ici et qui était éduquée ici, mais aussi, comme tu disais, toute la question de la médiatisation, de quel type de migration c'est censé être dans les imaginaires collectifs et des conditions de vie aussi en Ukraine, le fait que ce soit à la fois intra et extra-européen, justement, c'est comme une sorte de frontière floue. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à se positionner, à savoir de quelle manière on peut ou non, ou on doit être concerné par ces questions-là. Et du coup, ma question, mais qui est vraiment une question assez ouverte, c'est déjà j'aurais aimé connaître quelles sont les stratégies, au-delà du manifeste que vous allez sortir tout prochainement du réseau européen, un peu plus détaillé, et aussi
quelles sont les stratégies organisationnelles qui sont mises en place peut-être dans d'autres réseaux féministes en Europe, notamment en Espagne ou au sein du NPA. Et après, peut-être une question encore subsidiaire, c'est est-ce qu'il y a des requêtes explicites de certains collectifs, que ce soit en Europe ou en Ukraine, en fait? Je pense que la réponse que moi je vais pouvoir fournir à cette question, elle va être assez décevante. Je suis désolée pour ça. Déjà, quand tu parles en Espagne, bon, elle a dit féministe franco-espagnole, et c'est vrai que moi, je suis d'origine espagnole, bon, catalane pour être plus précise, mais bon, l'identité est relative. Quand ça fait 10 ans qu'on habite en France, on sait plus qu'on se connaît. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, en tant que féministe, je suis plus une féministe française. Enfin, même si j'ai un accent, en réalité, ça fait très très longtemps que je ne milite pas en Espagne et que je ne suis pas ancrée, implantée dans les réseaux espagnols. En tout cas, l'Espagne, c'est vraiment compliqué. En fait, l'Espagne, sur cette question, c'est un pays beaucoup plus... Franchement, ça m'arrive souvent de regretter l'Espagne. Et franchement, sur cette question-là, sur ce militantisme-là, je suis contente de ne pas être en Espagne parce que les peu de camarades que je connais qui sont sur notre position, ils sont complètement isolés en Espagne et c'est dramatique. Et comme je dis, le manifeste pacifiste, en fait, ça me paraît pas du tout un hasard que ce soit des féministes espagnols. Je connais de quel réseau qui l'ont lancé parce que c'est des réseaux qui sont en train d'avoir des positions, en fait, à mon sens, honteuses, et complètement campiste. Et puis, là, je me suis beaucoup concentrée sur le féminisme, mais en réalité, c'est très en lien avec le campisme à gauche. C'est pas juste des pacifistes. Je ne sais pas, je ne connais pas. Sur le site. J'ai aussi écrit un article sur les campistes espagnols, sur la gauche espagnole et son obsession par l'OTAN, son obsession identitaire par l'OTAN. Donc là-dessus, moi, les féministes espagnols, voilà, je pense, je ne sais pas, je vous dis, en fait, c'est pour ça aussi que je le dis au départ, moi, en fait, je suis en train de beaucoup militer là-dessus, et en fait, la réflexion, je l'ai fait et c'est quelque chose qui évolue constamment, et j'ai plein de questionnements, et j'ai pas toutes les réponses, et voilà, et c'est aussi un monde, inconnu pour moi, il faut que je fasse l'effort de machin, mais, désolée, est-ce que, pour te répondre à ça, donc, on essaye effectivement d'avoir des initiatives qui peuvent, c'est-à-dire que là, par exemple, on a des féministes espagnols qui ont signé notre pétition, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, d'essayer de les mobiliser un peu, même si, bon, c'est pas une implication très forte sur des enjeux un peu concrets qui ne peuvent que rassembler les féministes. On va voir ce que ça donne. Mais sinon, en Espagne, franchement, je vois pas ce qu'on peut faire vu la situation. J'ai essayé, j'ai vraiment fait les efforts de contacter des féministes espagnols, d'essayer en fait, moi, ce que je constate, y compris de la part d'anticapitalistas, tu vois, parce que je suis au NPA, qui sont un peu nos partenaires et tout, c'est qu'en fait, il n'y a pas une volonté d'entrer en contact, en dialogue. Parce que moi, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord sur tout, qu'on ne soit pas d'accord dans l'analyse et tout. Mais en fait, il faut qu'on commence au moins pour, comment on dit en français, acknowledge, les reconnaître comme acteurs politiques. En fait, c'est le premier pas. En fait, si on ne reconnaît pas la gauche ukrainienne et les féministes ukrainiens comme acteurs politiques, c'est quelque chose dont elle a parlé, c'est-à-dire ils ne sont pas juste des victimes, c'est des acteurs politiques qui ont leurs propres demandes, qui ont leurs propres revendications. On n'est pas obligé peut-être d'être 100% d'accord sur tout, mais à minima, les reconnaître là-dessus. Si on ne part pas de ça, et en fait, ce qui se passe avec la gauche espagnole, à mon sens, au sens très large, c'est qu'il n'y a pas cette reconnaissance de départ. Et sans ça, pour moi, il n'y a rien qui soit possible. En France, je pense que c'est possible parce que d'ailleurs, il y a Attaque France qui a fait un petit contre-manifeste au manifeste féminin. Non, c'était pas un contre-manifeste, c'était une petite réponse justement à l'appel des Russes, des féministes russes, où quand même elles affirmaient, parce que c'est plutôt la commission féministe d'Attaque qui a fait ça, elles affirmaient le droit à la résistance, le droit à l'autodétermination du peuple ukrainien. Il y a eu plusieurs collectifs français qui l'ont signé. Moi, mon projet, le projet que j'essaie de mener à terme dans le cadre du collectif, désolée, j'ai été longue, mais là j'ai essayé de te répondre, c'est justement, en fait, mon idée, c'est de dire, je pense que justement pour rendre possible cette solidarité internationaliste, au-delà des quelques personnes finalement un peu automisées qui font partie des organes, mais un peu automisées des différents pays qui nous retrouvons et qui sont déjà des convaincus, pour moi l'idée c'est
comment est-ce qu'on peut mettre en contact, par exemple, des collectifs féministes français qui ont une activité en France, en lien avec ces collectifs féministes ukrainiens qui existent, et comment on peut faire le relais, et aussi quelle est la façon la plus pertinente de faire le relais, parce qu'effectivement, parfois, il n'y a pas une compréhension directe, parce qu'on ne connaît pas le contexte, parce qu'on ne sait pas dans quel contexte ces féministes militent, et du coup, il faut faire un travail aussi de contextualisation, de traduction, etc. Mais je pense que c'est très important. Enfin, moi, le projet que j'essaie de mener et qu'on mènera surtout, je pense, au mois de septembre, vu que l'été arrive, c'est une cagnotte, mais hébergée. Enfin, l'idée, c'est d'essayer d'impliquer les collectifs, les différents collectifs, plutôt que juste nous lancer une cagnotte, essayer d'impliquer les différents collectifs féministes français dans le lancement d'une cagnotte et aussi d'une campagne de relais de machin. La délégation de Kiev, dont parlait Hannah, avec Daria Saburova, du coup, qui est une copine, une camarade féministe qui habite à Paris, on avait préparé un interview qu'elle a réalisé avec des féministes de Feminist Workshop et Bilkis, qu'on a diffusé, je pense, qui est une bonne initiative, effectivement, pour relayer leur voix. Il est sur le site de l'anticapitalisme. Malheureusement, cet entretien, il faut que je le dise, il était encore meilleur de ce que vous allez voir, mais il y a eu un problème de son qui a obligé, dans le montage, à couper plein de parties de l'interview. Voilà, mais l'idée, c'est de continuer dans ce sens-là, mais cette fois-ci, essayer de le faire en partenariat avec des collectifs féministes français. Sauf que là, ça demande de les contacter, puis c'est des collectifs aussi qui sont... pour une grande partie petits, pas forcément, qui ont leur propre agenda, et il faut aussi convaincre ces gens-là, parce que je pense que dans les collectifs féministes français, ou dans plusieurs collectifs, au moins ceux que je connais, il ne va pas y avoir un problème sur le principe. Ils vont être d'accord sur le principe. Il va plus y avoir un problème de leur faire comprendre que c'est vraiment un enjeu important, qu'il faut y consacrer des temps et des ressources, quand elles n'en ont pas beaucoup, à ça, parce que c'est aussi quelque chose d'important, surtout quand il y a tellement d'enjeux important en ces moments, parce que moi, autour de la Pologne, j'ai essayé aussi un peu de mobiliser autour de la campagne d'Erasmus et tout, et ça a été difficile, mais aussi parce que en fait on dit les féministes en Ukraine, elles sont, mais bon, je ne sais pas la situation en Suisse, mais la situation du mouvement féministe en France, elle n'est pas non plus, excitante, hein, moi je la trouve aussi un peu inquiétante, sur un autre plan, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Non, juste un petit commentaire, justement pour aller dans ton sens. Quand on collabore et qu'on essaie de leur demander de quoi vous avez besoin, même presque plus qu'un soutien financier ou matériel, elles disent, mais relayez ce qu'on a à dire, il faut vraiment apporter une expertise des initiatives ukrainiennes dans le débat européen. Parce qu'on parle, par exemple, de la reconnaissance des viols comme arme de guerre, comme vraiment dénoncer et un peu victimiser les femmes, mais elles aimeraient aussi montrer qu'est-ce qu'elles font dans leur action et pourquoi c'est pertinent en tant qu'acteur et pas juste objet de la situation actuelle. Pourquoi on devrait... elles, comme Anna l'a dit, elles se battent pour leur survie physique. On sort un peu du purisme qu'on a tendance à facilement avoir ici, de dire que l'État ukrainien, effectivement, c'est un État de droite, avec une culture assez... parfois rétrograde, encore plus maintenant avec la discrimination sexuelle dans tous les domaines. Mais il faut soutenir ça contre quelque chose de pire, qui est la situation dans les zones occupées. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir des groupes, alors je sors un peu du cercle féministe, mais des groupes qu'on a vus antinationalistes, antimilitaristes, qui aujourd'hui se battent, non pas pour l'État ukrainien, mais simplement pour la lutte et la conservation des droits sociaux, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne le font pas, ce sera largement pire si aujourd'hui on capitule et on arrête la guerre, peace and love, et c'est une lutte de tuer, quoi. Et justement, ça paraît con ce que je dis, mais je pense qu'il y a vraiment un blocage aujourd'hui où on est beaucoup plus facilement, et c'est beaucoup plus confortable psychologiquement et émotionnellement d'être du côté des victimes que du côté des tueurs, presque. Parce que ces gens-là tuent, mine de rien, dans leur résistance. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui dans le débat et peut-être pas dans l'analyse des personnes. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que si de toute façon il y a une résistance internationale organisée, elle passe forcément par le mouvement féministe, parce que
le mouvement, enfin la classe ouvrière, elle existe évidemment. Le mouvement ouvrier n'est pas organisé à l'échelle internationale malheureusement. Donc je pense que quand on voit typiquement ce qui se passe aux États-Unis avec l'avortement, et puis on voit des réactions partout des féministes, coordonnées ou pas, mais on est quand même très organisés. Et puis je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là des initiatives. Et puis je ne sais pas, Elisa, si toi tu vas participer à cet été, d'ici 12 semaines, aux coordinations nationales à Grenoble, pour organiser la grève féministe en France. Moi, je vais y participer et je pense que c'est important que, si ça part de la France comme ça peut être bien. Et puis de relayer ce genre d'initiatives. Et puis après, voilà, c'était aussi des discussions aussi autour de 8 mars, de dire est-ce que c'est un mouvement international, est-ce qu'on se met en grève, et puis voilà, des fois ça marche pas, mais je me demande si on arriverait vraiment en tant que féministe, se coordonner en fait à l'échelle internationale, notamment que ça fait maintenant quelques années qu'on a aussi ces mouvements de grève féministes, qu'il y a aussi cet ouvrage de féministes de 99%, le manifeste. Il y a quand même quelque chose qui bouge, et puis la réalité n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a quelques années. On parle toujours de MeToo, de tout ce qui se passe en fait. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Après, je ne sais pas si c'est par le réseau européen ou comme ça, mais je pense qu'il faut le passer partout. Et puis quand il y a des coordinations comme ça nationales qui se passent, je pense que c'est là que... je ne sais pas, c'est un des exemples, un des lieux où il faudrait le proposer, et puis de voir où est-ce qu'on arriverait même à se coordonner, à organiser même pour les réunions internationales. Souvent même au sein de la 4e internationale, il y a des séminaires féministes où on arrive à communiquer avec les camarades de partout, donc je ne sais pas. Oui, je ne peux être qu'enthousiaste par rapport à ce qu'elle vient de dire. Mais moi, j'aurais un petit bémol. C'est que, si tu veux, sur la question de l'avortement, sur la question du MeToo, c'est le produit de décennies de bataille. Où, tranquillement, tu gagnes de plus en plus de personnes à ta cause. Sur cette question-là, je pense que ça se pose un peu différemment, parce que ce que tu disais à la fin de ton exposé, c'est-à-dire il faut reconnaître les Ukrainiens et Ukrainiennes comme des acteurs politiques. Et si ça n'existe pas, le reste est difficilement possible. Donc je pense que politiquement, il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Peut-être que dans 10 ans, quand on aura bien bossé, ce sera bon, mais voilà. Je ne voulais pas t'interrompre. Non, mais je ne voulais pas dire plus. Je voulais juste faire un petit commentaire et une petite proposition ou une idée comme ça, lancer, savoir ce que vous en pensez. Disons, oui, ça, il faut tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, il faut comprendre. Et ça ne concerne pas que les Ukrainiennes et les Ukrainiens. L'acteur qui parle, c'est l'acteur qui dérange. En fait, on préfère être solidaire avec des gens qui ne parlent pas, pour s'exprimer à leur place et investir leur lutte avec les contenus qui nous arrangent. Et ça, c'est le cas avec les Kurdes, les Palestiniens, et c'est souvent, on voit les gens qui s'expriment à leur place, qui leur demandent, parce que c'est les peuples qui résistent, c'est les peuples, ça dérange, c'est pas les victimes, c'est les gens qui tuent pour se défendre. C'est les gens qui utilisent les moyens de lutte politique que nous, ici en Occident, on considère comme étant, je ne sais pas, trop violents, etc. Mais il faut comprendre que, juste de manière générale, il faut qu'on fasse un effort de réflexion et d'action pour ne pas parler à la place de ces personnes et leur donner les possibilités de s'exprimer, porter leur voix, avec toutes les critiques aussi qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit juste défendre tout ce qu'eux ils disent. Non, on doit d'abord présenter ce qu'eux ils pensent et disent, et après avoir une discussion ouverte là-dessus. Parce que nous aussi, malgré tout, on a quelque chose à les apporter, et eux ils ont quelque chose à nous apporter. Et effectivement, il faut aussi être dans les détails par rapport à ce qui concerne cette binarité blanc-non-blanc, surtout en Europe, avec ces plusieurs cercles et la stratification en Europe qui est plus européen que les autres. La situation de l'Ukraine, c'est que c'est le pays du Nord le plus au sud, ou le pays du Sud le plus au Nord, pardon. Donc ça appartient au Sud global. Regardez le PIB de ce pays, les salaires moyens, et le fait que
carrément la moitié du pays est partie dans les autres pays européens pour gagner leur vie, et dans les pays européens que nous ici on considère comme pauvres, Pologne, République tchèque, etc. Les Ukrainiens là-bas gagnent 3 fois plus que leur salaire en Ukraine, voire plus. Donc il faut comprendre, et aussi le traitement des Ukrainiens dans ces pays-là. Il y a du racisme anti-ukrainien en Pologne. Il faut pas, bien sûr, la Pologne là, on a une image de Pologne qui ouvre les bras et tout. Effectivement, c'était vraiment surpris pour les Polonais que le gouvernement polonais fasse autant, exprime une telle bonne volonté d'accueillir les Ukrainiens, parce qu'avant, les Ukrainiens en Pologne, c'est une caste de sous-merde, genre, c'est des gens qui n'ont aucun droit de travail. Il y a des graffitis en Pologne qui disent les Ukrainiens dehors. Tout ce genre de choses. Il faut se rendre compte de positionnement des Ukrainiens justement dans la division internationale du travail. Ce n'est pas que la minorité blanc-non-blanc qui joue là-dedans, même si cette binarité existe. Il suffit de regarder les exemples des Ukrainiens ou des résidents d'Ukraine non-blancs qui essaient de passer en Europe. Et de quelle manière ils sont traités. Et ça, c'est une autre question, juste un petit détail. J'ai parlé de ça hier ou avant-hier. On a rencontré 2 personnes, une fille ukrainienne et sa mère. Et ils sont d'origine vietnamienne. La fille, elle est née en Ukraine, elle a un passeport ukrainien. Sa mère travaille et vit en Ukraine depuis 30 ans et elle n'a pas de passeport ukrainien. Il faut aussi savoir qu'en Ukraine, le passeport ukrainien, c'est un des passeports le plus difficiles à obtenir au monde parce que juste le pays est sur machine bureaucratique, elle n'est pas adoptée à donner la citoyenneté. Et du coup, on a des millions de gens qui ont vécu toute leur vie carrément en Ukraine et qui, quand ils arrivent ici en tant que réfugiés, n'ont aucun droit. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi on doit travailler et de quoi on doit parler. Et justement, une des propositions, je trouve que c'est une très bonne idée si en tant que collectif on puisse faire une espèce d'enquête comme ça, parce que nous, on a accès directement aux réfugiés. Et moi, je peux parler la même langue avec ces réfugiés en leur demandant concrètement à quoi vous étiez confrontés en tant que réfugiés en Suisse. Quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez expérimenté ça, c'est très intéressant. Donc, on peut faire. Après, est-ce qu'on doit le faire en tant que comité ou proposer ça à un journaliste ou une journaliste de confiance qui puisse faire cette enquête et l'aider dans cette enquête? Ça, c'est quelque chose. Si cette idée vous parle, vous pourrez en discuter plus en détail. Et une deuxième idée qui me vient comme ça en tête, c'est que si on a des femmes, des féministes ou des femmes qui travaillent dans les syndicats suisses ou bien qui ont une connaissance de quel est le droit des réfugiés ici, droit de travail, droit de... parce que c'est les femmes ukrainiennes, ils n'ont pas de compréhension de à quoi ils ont concrètement droit. Elles pensent sincèrement que c'est normal de travailler pour une meuf parce qu'elle le loge et parce qu'elle les nourrit. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Donc du coup, si on peut faire un atelier, passer un message dans les réseaux ukrainiens, ils sont tous connectés sur Internet, Facebook et tout ça, on est dans ces groupes. On organise un atelier pour ces femmes que je peux traduire l'intervention des syndicalistes pour qu'elles les expliquent quels droits elles ont et à qui elles peuvent s'adresser. Donc ça, c'est une chose assez simple à mettre en place. À mon avis, ça serait très utile. Tu sais, par rapport à ça, dans le réseau, on a un groupe réfugié, mais qui est vraiment, en fait, qui a vraiment du mal à démarrer, faute de demande, en fait. Faute de demande sur la question spécifique des réfugiés, ce qui est un peu... dommage, j'y suis, mais en réalité, on est tellement peu de gens et tellement débordés. Moi, je suis complètement débordée déjà sur le travail du collectif féministe et du coup, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de travail politique à faire au-delà. Je pense qu'il y a beaucoup de travail humanitaire qui est en train d'être fait, mais il y a beaucoup de travail politique à faire sur cette question-là. Moi, j'aimerais juste, pour le moment, en Suisse, en tout cas, je te remercie en tout cas parce qu'effectivement, en Pologne, les Ukrainiens avant la guerre, c'était comme tu dis, en fait, c'était pas forcément un choix. Et honnêtement, on est tous choqués, en même temps, quand même, surpris en bien, je dirais, comme ça qu'effectivement, la Pologne a vraiment ouvert quand même cette frontière, mais c'était tout au début, en tout cas, comme c'était les 24, en tout cas, comme ça, explosé, il y avait les premières vagues quand même qui arrivaient. C'était pas forcément, effectivement, le gouvernement il était un peu plus, ok, qu'est-ce qu'on fait, c'était vraiment les gens, en plus, les gens pauvres, qui sont juste à côté, quand même, qui ont ouvert leur maison, etc. Moi, je suis beaucoup dans la critique, dans le néolibéralisme qui
qui a détruit quand même pas mal de choses aussi quand même, l'histoire avec avortement, parce qu'effectivement la loi c'est diagnostic, etc. Ils ont tous resté vraiment comme à la maison, surtout Varsovie était un peu enfermée, oui, on regarde, je ne sais pas quoi, c'était vraiment quand même des gens, les madame, monsieur, tout le monde, qui vit aussi dans la pauvreté, parce que c'est vraiment la frontière quand même, l'Est, qui est quand même, ce sont des régions qui sont très pauvres en tout cas, mais ceux qui ont vraiment fait une poussée quand même, une explosion quand même de cette ouverture quand même dans la Pologne, et c'est comme ça qu'on sent, ça partait quand même un peu dans tous les sens en tout cas. Après, je sais que par rapport à ma ville de Natal, c'est quand même une grande ville en tout cas, et par rapport à tout ce que moi j'observe en Suisse, moi je me suis tellement sentie inutile en Suisse pendant le premier mois en fait, parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement compliqué pour quelqu'un qui ne parle pas du tout quand même quelqu'un qui parle français, déjà pour vivre en Suisse, comment ça fonctionne, tu vois, quand on parle, etc. Et moi, je faisais quand même beaucoup de travail, quand même, effectivement, entre la Pologne et la Suisse. J'essayais d'expliquer la Suisse, c'est quoi. Parce qu'il y a cette image, quand même, qui est complètement dingue, quand même, que la Suisse, ce sont les montagnes, c'est l'or, je ne sais pas qui parle, les vacances, etc. Donc, quand même, prendre la Suisse comme ça. Et ils savent vraiment rien sur la Suisse, en tout cas. Donc, moi, je faisais quand même beaucoup de, j'étais en contact, j'expliquais la Suisse, c'est quoi exactement. Et moi, je trouve qu'il y a un manque énorme quand même d'informations, parce que, comme tu dis, effectivement, les gens qui sont là maintenant, ils ont leur statut S ou pas, parce que c'est pas non plus si facile que ça, parce qu'on a déjà les Ukrainiens qui sont rentrés au pays, qui sont passés 3 mois ici sans avoir le statut, parce que voilà quoi, ils attendaient toujours quand même leur date, je dirais comme ça, invitation, etc. Donc moi, je trouve qu'il y a trop de messages qui passent, mais le message qui est complètement faux, parce que moi, je ne suis pas forcément sur Facebook, et pour finir, pendant 3 mois, j'ai trié quand même sur Facebook quand même plusieurs sites, plusieurs organisations qui proposaient tout et n'importe quoi en Suisse, que la Suisse c'est vraiment le paradis, venez, vous allez voir le travail, je ne sais pas qui, quoi, comment. Et c'est pas du tout vrai en fait. Bien sûr. La chantante, le siège, je ne sais pas. C'est vrai, moi j'étais très déçue aujourd'hui quand je suis arrivée. Et que... Parce que par rapport à ma vie natale, en tout cas, il y a une diaspora qui a fait un travail énorme. Ils ont commencé à traduire vraiment tout, en tout cas, même le transport en commun, en tout cas, on a je ne sais pas, la bus qui sont écrits en polonais et en polonais, en tout cas, pour pouvoir intégrer comment ces gens-là. Et moi, je trouve qu'effectivement, parce que vous parlez ukrainien, en tout cas, vous sentez aussi à votre rôle de chercher les gens qui vivent en Suisse quand même pour faire la traduction. Parce que moi, de nouveau, je me sens un peu inutile parce qu'il y a cette barrière avec les langues, en tout cas. Les informations, en tout cas sur le site quand même officiel en Suisse, c'est toujours français, allemand, italien, anglais, etc. Mais c'est pas tout le monde qui parle ces 4 langues-là, en fait. D'expliquer, parce que même, comme je disais, moi, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai parlé français, en fait, mais j'ai mis quand même pas mal de temps ensuite pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je suis vraiment privilégiée parce que je travaille dans ma propre profession, je fais la reconnaissance, etc., etc. Et je me suis mise déjà plusieurs fois à la place, même quelqu'un qui parle super bien anglais, ils ne vont pas comprendre comme ça. Moi, je pense que de faire effectivement les ateliers, en tout cas cette diaspora, moi je viens de Cracovie, ils font effectivement ça. Ils font vraiment une rencontre 2 fois par semaine, ils expliquent tout en fait, ils sont toujours en contact avec la mairie, etc. Donc s'il y a quelque chose qui change, c'est tout de suite quand même, les gens sont informés en tout cas. Et dans la façon la plus simple possible en fait aussi. Donc effectivement, une fois tu dis que par rapport au travail, ça je aussi quand j'ai appris ça qu'effectivement on va tirer maintenant juste la population qui nous intéresse parce que ça doit être des hommes, etc. Le reste, il faut expliquer aussi. Parce que moi, en tout cas, tout ce que j'ai réussi aussi de dire à mes compatriotes en Pologne, qu'effectivement, si vous voulez les envoyer, parce qu'on était vraiment, au bout d'un moment, on était tellement surchargé, en tout cas, donc on était obligé d'envoyer les Ukrainiens à gauche à droite. Donc c'était un peu ça quand même aussi, de décharger comme près des villes. Et pour finir, ils ont se rendu compte quand même assez vite qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'effectivement, il y avait l'affaire quand même, que les femmes vont quand même sur les gens qui sont extrêmement malhonnêtes, qui vont l'exploiter en tout cas, que les enfants vont se perdre en tout cas. Donc pour finir, ils ont commencé à chercher effectivement le lien avec les communes, je ne sais pas, des transports, des dessous. Ils posaient vraiment des questions quand même très très pointues, je dirais comme ça. Et moi, je me suis rendu compte que la province, c'est rien sur la Suisse, à part effectivement cette image, en tout cas. Donc, je pense que c'est pour tout le monde pareil, en tout cas. Donc, c'est un peu éduquer et passer le message le plus simple quand même possible, en fait.
Parce que la Suisse, elle a quand même des marges de travail extrêmement protégées en tout cas. Moi, je travaille dans la santé, donc j'avais aussi quand même, j'ai travaillé à plusieurs personnes, on a fait de traduction via Google. Donc, effectivement, par exemple, une infirmière, un médecin en Suisse doit faire la reconnaissance, il ne va pas être engagé juste comme ça, parce qu'en Suisse en tout cas, c'est un processus qui est extrêmement difficile, qui demande beaucoup d'argent aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose de gratuit en tout cas. Donc, voilà, éduquer, voilà, et vraiment effectivement, avec votre propre langue, en fait, parce que c'est ça quand même qui est important. Oui. Un petit commentaire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on doit compter sur nos propres forces, puisque les institutions officielles, quand tu leur proposes de l'aide, même tu insistes à proposer de l'aide, ils n'acceptent pas. Donc il ne faut pas penser qu'on va pouvoir aider les institutions officielles à être plus accessibles, plus ouvertes pour les Ukrainiens. Non, soit on doit faire le travail. Là-dessus aussi, la comédie culturelle qu'on avait organisée, c'était un peu dans cet esprit-là. Et c'est toi qui avais fait la présentation sur la Suisse pour expliquer ce que c'est que la Suisse, comment ça marche, etc. Et il faut qu'on continue à faire ça. Enfin, c'est quelque chose à remettre en place. Moi, je ne sais pas si vous savez la commune des Ukrainiens, je ne sais pas sur Canton-Vaud, parce que moi je trouve Canton-Vaud un peu difficile, je ne sais pas, moi je disais... J'ai en Suisse. Je crois que ça doit être 6 000, je pense. Parce que moi je trouve que c'est un peu... Je ne trouve pas, parce qu'en fait moi je garde quand même le contact avec ma ancienne patiente qui vit en Suisse en tout cas, donc grâce à elle j'ai appris qu'il y a tout un petit truc en tout cas, il y a une petite diaspora à Bébé qui se contacte avec les diasporas, celui qui font quand même des endroits qu'on travaille régulièrement en tout cas, mais c'est un peu... je sais pas, moi je trouve que c'est un peu... Parce qu'elle ne sait pas par exemple, ma ancienne patiente, que vous existez. Bon, c'est tout un enjeu. C'est tout un enjeu, c'est-à-dire comment aussi communiquer à la fois avec les Ukrainiens et les Suisses. C'est pas les gens qui maîtrisent la langue. Et aussi le fait qu'effectivement la diaspora elle est plus organisée dans des grandes villes comme Genève et Zurich que dans les cantons. Bon, par rapport à ça, il y a aussi une chose, à Cracovie, la population a augmenté d'un quart avec l'arrivée de réfugiés, donc il y a aussi un aspect, j'ai envie de dire, presque d'ordre public, d'intégrer. On n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur qu'à Cracovie ou dans des villes où il y en a des fois 40-50% d'habitants en plus. On a une partie des gens qui au début étaient au comité sont en partie plus là parce qu'ils sont hyper sollicités pour des traductions, des choses de ce type-là. Et l'autre chose aussi, c'est ce que Anna vient de dire, c'est qu'on a beau avoir des pools de personnes disponibles pour aider, mais sur la Croix-Rouge ou les femmes, ils ne veulent pas entrer en matière. Ils veulent contrôler la chose, et voilà. Et puis l'autre chose, c'est de mettre nous-mêmes sur pied les choses, ça demande une énergie considérable, on voit ce qu'on est là. Hein. Donc, après, on a fait des choses qui sont suffisantes, mais c'est pas... Et il y a d'autres choses en dehors de nous, hein, qui se font, d'ailleurs, les personnes qui viennent en Suisse tentent de s'organiser elles-mêmes de diverses manières, donc c'est un truc classique. Moi, il y a deux choses que j'aimerais dire. La première, concrètement, il y a ce qu'Anna a dit sur le travail concret qu'on peut faire ici par rapport aux gens, mais ça rejoint en partie d'ailleurs ce qui vient d'être dit. Il faudrait voir sous quelle forme on peut le faire. Puis, soit pas de fait un travail féministe, parce que je ne sais pas quelle proportion, mais j'imagine 70-80% des adultes, si ce n'est plus, qui sont ici, c'est des Ukrainiennes, c'est des femmes. Mais il faudrait un peu ce qu'on n'arrive pas à faire, et c'est ça, j'y reviendrai après. Ce qui est un peu intéressant, c'est que pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à se faire? Parce qu'il y a des milieux qui mobilisent sur les questions féministes, des milieux qui mobilisent sur les questions d'asile, etc., mais sur les questions ukrainiennes, ils sont absents. En partie, les raisons ont été dites. Et je crois que c'est justement cette question de permis S, il ne faut pas se tromper, c'est que plus la guerre va durer, plus des secteurs vont s'opposer à la présence. C'est une parenthèse en fait. On le voit déjà avec l'idée que si les Ukrainiens ils retournent plus de 2 semaines en Ukraine, on va leur enlever le permis S, etc. Donc on voit que les attaques elles commencent, donc il faudra trouver un moyen de sortir de ça. Mais en termes concrets, je pense qu'il y a aussi une chose, vous avez de l'extérieur, c'est peut-être une forme de parrainage.
la grève féministe Vaud pourrait choisir un groupe, entrer en contact, plus exactement, ça va dans les deux sens, avec un collectif féministe dans une ville concrète ou un endroit, et puis parrainer dans le sens, non pas de donner du fric, mais dans le sens de relayer ce qu'ils demandent, de faire connaître plus largement. Je pense que c'est des choses comme ça qu'on devrait arriver à faire et qu'on essaierait de faire, qu'on n'arrive pas pour l'instant. C'est aussi, et ça je vais y revenir, un peu qui doit nous faire réfléchir quand on parle de travail internationaliste, qui me frappe énormément, c'est que, plus le truc est abstrait, plus il y a de monde. Je disais, Lordon a fait l'université de Lausanne bourrée il y a quelques jours. Ici, on va à Roquet, on est en juillet, on a vendredi soir, etc. Ouais, et moi je suis pas Lordon. Désolée, mais ça joue aussi. Hein. C'est plutôt à mon honneur. C'est mon avis personnel. Sur un truc qui s'appelle communisme, point d'interrogation. Alors, Anna et moi, on se disait, on va trouver une formule, genre la fin du monde, point d'exclamation, ou Anna, encore mieux, un point d'interrogation, 3 petits points, point d'exclamation, puis peut-être qu'on fera des salles avec 2000 personnes. Mais il y a vraiment un truc qui, moi, me frappe, c'est que plus la chose est concrète, elle pose, parce que je pense qu'on est dans un tournant historique réel, de comprendre ce qui se passe, et puis quand on parle de changement climatique, quand on parle de féminisme, tout ça est en jeu aujourd'hui. Et que c'est soit de l'indifférence, parfois de l'hostilité, où il y a cet effort à faire qui manque. Et puis il ne faut pas non plus se tromper, parce que Anna, tu parlais des Kurdes et des Palestiniens, mais j'ai envie de dire que c'est ceux qui sont les plus privilégiés dans cette affaire-là, parce qu'on arrive à s'identifier en partie à eux et à solidariser avec eux, mais on préfère une longue liste de groupes, de gens sur lesquels c'est silence absolu. Et puis le rassemblement qu'on a fait tout à l'heure, moi je trouve ça très bien, je suis pour, il faut comprendre ce que ça veut dire, etc. Mais il faut se rendre compte que même si pour décoloniaux, postcoloniaux, féministes, je ne sais pas quoi, communistes, je ne sais pas quoi qu'on soit, on baigne quand même dans un monde où finalement, ce qui fait, c'est qu'il y a des manifs de masse quand il y a George Floyd aux États-Unis qui est tué, décision de la Cour suprême, toute chose qui nécessite une action, mais on est un petit peu avec nos œillères, malgré tout. On n'arrive pas à voir le monde dans son ensemble, et ça pose une question assez... un peu déstabilisante, j'ai envie de dire. À nouveau, c'est pas pour condamner tout. Moi, je suis premier à faire des choses sur ces questions-là et puis à comprendre que c'est important de le faire. Mais on a plus de peine dès lors qu'il s'agit de l'Ukraine, qu'il s'agit du Yémen, qu'il s'agit du Soudan, de la Syrie, etc. Et puis que ça pose un problème. Quand on dit solidarité avec les femmes du monde entier, oui, c'est du monde entier. C'est pas celle qu'on voit sur Netflix ou je sais pas où. Donc je suis un peu provocant, mais des fois... Non, mais ce que je veux dire... Je te laisse finir. Non, mais je veux dire. Alors, ça a sans doute été mal exprimé, parce que moi, c'est pas du tout un truc dire à nouveau. Les décisions qui sont prises aujourd'hui par la Cour suprême des États-Unis et le rassemblement qu'on a fait, elles sont vitales, mais on a vu à Lausanne, on a fait un rassemblement sur l'Ukraine, mais on n'arrive plus à en faire. Donc, moi, le problème que je pose, c'est pas dire qu'il faut opposer l'un à l'autre, au contraire, c'est comment on arrive à faire converger les deux. C'est ça que je veux dire. Et je dis, je pense qu'il y a, mais c'est pas à nouveau un reproche, parce que aussi moi-même ou n'importe qui, c'est dans la manière qu'on a de percevoir les choses, on est plus attentif, parce qu'on arrive plus à s'identifier à certains courants, à certains groupes, et on cherche notre semblable chez l'autre, plutôt que d'essayer de faire cet effort de compréhension et de solidarité concrète. C'est tout. C'est déstabilisant, je pense, pour tout le monde. Non, j'ai pas l'impression forcément que les initiatives selon Lordon ou compagnie, je pense pas que tout ça est antagoniste, mais ce que je trouvais intéressant, c'était plutôt qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'impliquer davantage. C'est vrai que, mais en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que de l'extérieur, que par exemple le collectif de la grève féministe, c'est vrai qu'il y a 15 000 personnes qui viennent à la manifestation, mais concrètement on est 10 personnes à l'organiser. Je veux dire, en vrai, il y a extrêmement peu de force vive. Je pense que toutes les personnes ici dans la salle savent à quel point on est peu, en fait, finalement. Ils sont tous dans la salle, en fait. Non, mais par contre, du coup, je trouvais que des choses très concrètes, comme ce que tu proposais, Anna, des permanences, parce qu'en fait, il y a quand même une chose qu'on a dans ce réseau féministe de la grève, c'est qu'on a plein de gens qui sont impliqués et qui ont des savoir-faire, compétences sur... que ce soit, je pense, récemment, par exemple, au syndicat, j'ai pu aussi, les liens avec des travailleurs sociaux du CSP, des personnes à Astrée, des personnes dans les syndicats, des personnes... Il y a quand même un réseau où c'est vrai que si on arrive à monter sans être non plus trop ambitieux, mais une fois prochainement une permanence, de commencer par quelque chose, on essaye, quoi.
Et puis je pense qu'on est plusieurs à être partantes en tout cas d'essayer. Et puis à notre échelle. Après c'est vrai on est pris dans beaucoup de luttes et c'est toujours un enjeu compliqué de mettre les priorités. Et puis je regrette aussi de ne pas m'investir plus dans le collectif, mais du comité Ukraine, mais j'ai plutôt envie de me dire comment faire mieux plutôt que de me flageller, quoi. Voilà. Bien sûr. Je crois qu'il n'est pas question de se flageller. Non, je sais, mais... Parce que je pense que c'est une vraie difficulté à laquelle toutes et tous on est confrontés maintenant. Ouais. C'est-à-dire que pour faire quelque chose, c'est énormément d'efforts. Ouais. Alors, ça, c'est le prix. Et puis, ceci dit, regardons qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ensemble. Et moi, je pense que si on pouvait ressortir de cette soirée avec un projet de réunir des professionnels, comme tu disais, Centre social protestant, Astrée et d'autres, avec des réfugiés ukrainiens, avoir peut-être un premier, je sais pas comment monter ça exactement juste maintenant comme ça, mais si à l'automne, il pourrait y avoir quelque chose de ce genre-là, ça serait très très bien. Simplement, pour que ça se passe, il faudra que plusieurs d'entre nous s'y mettent pour que ça puisse exister. Je pense juste à un truc, pardon. Je ne sais pas si ça a déjà été fait aussi, parce qu'en fait, par exemple, pendant le confinement, justement, comme les pouvoirs publics ne faisaient rien, où il y avait eu tout un système de petits tracts aussi à mettre dans les pharmacies, dans des lieux, dans les immeubles, dans les entrées, où on avait par notre réseau aussi essayé d'encourager vraiment à placarder des informations très concrètes en fait, qui pourraient être du coup traduites avec des numéros simplement aussi de contact, etc. Ça c'est aussi des choses, c'est vrai qui pourraient être très concrètes et qu'on pourrait faire, qu'on avait fait justement pendant le confinement et qui peuvent être passées par la population, par les pharmacies, par des lieux qui sont accessibles le plus possible, quoi. Moi, je pense que si on veut vraiment arriver à créer quelque chose, il faut s'asseoir ensemble autour d'une table avec des personnes capables de traduire du français à l'ukrainien et parce qu'on a besoin de faire connaissance, tu vois, parce que pendant le confinement, c'était une situation particulière. Et c'était un problème particulier qui était sur les violences. La question des violences. Et là, c'est plutôt comment je fais dans une situation compliquée où je bosse et je suis contente de bosser parce que comme ça, je suis quand même utile. Hein, mais les conditions dans lesquelles je travaille sont inacceptables, du point de vue du salaire, du point de vue des horaires ou d'autres choses. Ou bien j'ai bossé pendant la saison touristique, puis ils m'ont foutu dehors après 3 mois. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce que je peux demander quelque chose? Ça devient des choses extrêmement concrètes. Et pour comprendre la question, tu es obligé de parler un bon moment, pour clarifier de quoi il s'agit, pour pouvoir ensuite peut-être dire, avec notre maigre droit du travail en Suisse, là, tu pourrais essayer. Oui, à vous, et puis après Antoine. Parce qu'en fait, en fait, moi je trouve que je ne sais pas si les gens qui viennent d'Ukraine, qui vivent là, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, est-ce que vous savez si vous avez des avocats ou des psychologues, je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, la parole pour finir, a commencé à baser quand même sur ces gens-là. La difficulté qu'il y a ici, en tout cas pour les médecins, c'est que il faut les diplômes de médecine extérieurs à l'Union européenne, etc. Hein. Donc ça veut dire qu'ils n'ont aucun droit de pratique ici. Ce serait pratique illégale de la médecine. C'est un vrai problème. Parce qu'en fait, moi je veux plutôt penser, parce qu'en fait, bon, je ne sais pas, quelqu'un qui est là déjà depuis longtemps quand même, je ne sais pas, qui a réussi quand même, je ne sais pas, qui a fait l'école ici, je ne sais pas, parce que c'est souvent ça en fait, il faut faire l'école ici, mais qui vit, qui a réussi quand même, et qui connaît par exemple effectivement tout ce qui se passe, je sais pas, dans la santé en fait, avec quoi on a droit, parce que les statuts, en tout cas moi j'ai vraiment dit en tout cas, c'est pas non plus la même chose que l'assurance maladie quand même, pour madame, monsieur, tout le monde qui paye comme de leur poche. C'est juste quand même la prise en charge minimale, je dirais comme ça, et souvent il doit vraiment aller quand même les établissements quand même publics, les hôpitaux universitaires en tout cas, vraiment quand il y a quelque chose, après je sais pas, en tout cas ce que moi je dis en fait,
Après, il y avait aussi des histoires avec les médecins des familles, etc. C'est pas si simple que ça, en fait. Et moi, je trouve qu'effectivement, je ne sais pas, je regarde toujours par rapport à mon pays Canada, mais c'est vrai que d'accueillir ces gens-là qui sont là déjà depuis longtemps, qui connaissent, en fait, qui peuvent s'exprimer comme avec la langue maternelle, en tout cas, qui explique. C'est-à-dire que nous gagnerions quand même sur le sujet d'expliquer, réexpliquer, parce que c'est comme ça que nous sommes conscients. Effectivement, on ne devait pas avoir ces gens qui vont être. C'est pas du tout qui pourraient s'exprimer, qui se fait sûrement maintenant déjà. Il y a beaucoup de groupes quand même qui existent, hein. C'est pas carrément du tout. Je sais pas, en tout cas, c'est un peu. Oui, c'est ça. Je vais peut-être redonner la parole à notre invité, qui ça fait depuis un moment en train de discuter. Ah non, mais ça va, non, pas du tout. Moi, ça me va très bien, comme je dis. Enfin, je pense que c'est bien que ça soit comme ça. Ah, en plus, ça m'intéresse, votre discussion. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça avec d'autres, dans d'autres moments de solidarité, peut-être même d'ailleurs entre l'Espagne et la France, mais comment tu vois la suite aussi? C'est-à-dire, pas ces prochaines semaines, mais est-ce que c'est des réseaux qui auront une existence après la fin de la guerre, par exemple? Est-ce que les contacts qu'on a avec les féministes ukrainiennes vont avoir un impact peut-être chez nous et aussi en Ukraine? J'aimerais bien, mais moi je pense que c'est-à-dire, je pense que le réseau, des contacts qu'on a aujourd'hui, avec le réseau, moi, je pense, en fait, non, bien sûr, interindividuellement, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de travailler ensemble, et moi, je pense que je suis en train de nouer des liens, y compris personnels, avec des camarades, ukrainiennes qui deviennent des copines, où je vais probablement les maintenir, tu vois, mais c'est pas la question. Je pense que pour qu'on puisse vraiment nouer bon, c'est déjà ça, parce que je suis quand même dans une organisation politique, elles sont aussi mobilisées, donc en fait, évidemment, c'est pas rien. Mais, donc, moi, je pense avec Social Niru, oui. En fait, moi, je suis sûre, parce qu'en plus, je vais me charger personnellement de ça, que le NPA va garder des liens avec Social Niru, oui. Donc ça, c'est bien. Je pense que ça, on va le faire. Avec les féministes ukrainiennes, avec les collectifs féministes, ce qui est déjà autre chose, je pense que, en fait, il faudrait, d'où tout l'intérêt, en fait, pour moi, le travail, il ne peut pas rester juste au niveau du réseau. C'est-à-dire que le réseau, il doit réussir à articuler autre chose. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de mettre en contact les collectifs féministes ukrainiennes avec les collectifs féministes locaux. Par exemple, ici en Suisse, ça serait avec vous, avec la grève des femmes. Moi, au niveau de la France, bon, je suis dans le processus de contact avec Féministes Révolutionnaires, avec plusieurs collectifs féministes français pour voir ce qu'on peut faire avec, s'il peut y avoir effectivement des collaborations de plus long terme, et après, en fonction de comment ça va. Mais je ne pense pas que juste, en fait, l'initiative ad hoc qui se monte pour quelque chose en soi, non, elle ne suffit pas parce que le réseau, je ne pense pas que le réseau va rester au-delà, c'est-à-dire que c'est quand même une initiative ad hoc qui s'est montrée sur la question de l'Ukraine. La question, c'est les organisations, mais c'est pour ça aussi que c'est très important de réfléchir en termes d'organisation. Et bon, c'est là, je ne sais pas quelle est votre analyse à vous, mais là où je pense aussi que la situation est assez dramatique dans la gauche française, dans la gauche, partout, c'est notre manque d'organisation et des structures vraiment qui peuvent pérenniser les choses et pas juste... Mais voilà, je pense qu'au niveau des organes, on peut réussir à avoir des contacts si les contacts, c'est nous vraiment. Donc nous, au NPA, on est en train de nouer ces contacts avec Social Niru, qui en plus est une organisation vraiment intéressante pour le coup, mais vraiment. Et voilà. Et là, une chose au niveau de ça qui me paraît très intéressante et qui m'a surprise, c'est du coup, je suis allée pour le réseau en tant que déléguée du réseau, avec Rena d'ailleurs, on était toutes les deux, en Pologne. Il y a 2 semaines, on est allé en Pologne pour le congrès de Razem. Donc voilà, ce qu'il y a de plus à gauche dans le Parlement polonais. Et on a rencontré plein de camarades avec lesquels aussi, j'essaie de faire venir au réseau par ailleurs, des différents pays de l'Europe de l'Est, notamment l'Hongrie, la République tchèque, où il y a
et ça je ne connaissais pas, mais où il y a pas mal de collectifs féministes et des mouvements féministes que notamment là sont en train de se mobiliser avec notre truc des pétitions pour... ça a été une bonne surprise, il y a eu beaucoup de réponses de la part des Tchèques. Donc avec la République tchèque, l'Hongrie, la Roumanie, est-ce que j'oublie un pays de l'Europe de l'Est qui était présent? Et ce qui m'a étonnée, tu vois, c'est qu'en fait, c'était des organisations de gauche, des organisations de gauche assez petites, hein, peut-être un nombre à l'image de Social Negro, etc., mais en fait, qui ne se connaissaient pas entre elles, qui n'avaient pas... Et moi, ça m'a surpris parce que, bon, moi, novice, comme je vous dis, pas seulement dans l'Ukraine, hein, mais dans l'Europe de l'Est en général, je m'attendais à arriver et rencontrer des gens que, bien sûr, ils se connaissent tous entre eux, et en fait, pas du tout. Et il y a eu des échanges très intéressants là-dessus sur, en fait, il faudrait quand même... voilà, qu'il y ait un réseau de la gauche de l'Europe de l'Est, que l'Europe de l'Est organise de façon aussi un peu autonome. Et voilà, et puis le réseau, ça peut être un premier lieu de rencontre, je pense, pour ces organisations-là. Mais effectivement, je pense que ça se fera plus, j'ai l'impression, hein, ça se fera plus peut-être en interorga. Le réseau étant un cadre propice à ça, que je ne sais pas si je réponds bien à ta question ou pas. Ne serait-ce qu'entre les organisations féministes de l'Europe de l'Est, ça c'est très impressionnant. Si ça pouvait avoir cet effet-là de mettre en contact toute une série d'organisations, c'est déjà important. Hein. Voilà. Les connaissances interpersonnelles, c'est là-dessus que ça fonctionne. Hein. Depuis le 19e siècle, on sait que c'est des amis, c'est des copains, alors on s'est peut-être fâché une fois, mais peut-être on se retrouve dans une lutte, et puis c'est des choses qui ont l'importance. Quand on est très minoritaire, on se compte. Zimmerwald, ils étaient 30, hein, Est-ce que quelqu'un aimerait encore apporter quelque chose à la discussion? Merci à vous.